Bonjour et bienvenue à un autre podcast de la Rotonde Entre les lignes. Cette semaine, nous avons une invitée. C'est Mme Geneviève Tellier, enseignante à l'Université d'Ottawa en sciences politiques. Puis elle va nous aider à faire un retour sur les élections fédérales qui viennent de passer. Donc, comment allez-vous? Ben, ça va très bien, et vous? Ça va super. Oui, vous avez l'air enthousiaste, alors. Avant, je l'étais moins, mais là, ma personnalité de caméra, elle a embarqué. Donc, c'est ça, on va faire un retour sur les élections. Première question qu'on aurait, c'est êtes-vous surprise par rapport à comment que ça l'a fini, par rapport aux résultats finaux? Aux résultats. Ben, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on compare les sondages pendant la campagne électorale, puis on regarde si le résultat après correspond à ce que les sondages nous avaient dit. En termes de pourcentage de vote, sont à peu près juste les sondages. Okay. Il n'y a pas eu beaucoup d'écart dans ce qui avait été prédit puis ce qui est arrivé. La surprise, par contre, c'est sur les sièges. Ouais. Il y a certains partis qui ont eu plus de sièges c'est que ça. le vote. Deux, entre autres, c'est-à-dire les libéraux. Alors, ils ont une grosse minorité. C'est ça. Okay. À cause c'était vraiment supposé d'être proche, comme on checkait les sondages juste avant les élections, puis c'était comme entre 5 et 10 sièges, c'était vraiment pour décider la balance du pouvoir. Et en plus, on se disait, est-ce que si les libéraux rentrent, à la fin, on pensait qu'ils allaient rentrer quand même, mais est-ce qu'ils allaient devoir faire une entente avec plus d'un parti, ce qui aurait changé aussi la dynamique. Et là, avec ces 13 sièges qui leur manquent, ils peuvent avoir l'appui d'un seul parti, et ça rend leur minorité plus confortable. Fait que je vous dirais ça, la surprise. L'autre aussi, le Bloc québécois a été avantagé à cause de la distribution. Il ne faut pas regarder le 6, 7, 8% à l'échelle nationale, parce que ça reflète pas... ça. Mais c'est quand même beaucoup, 6-7% au point de vue national quand c'est juste dans une province. Exactement. Alors, le Bloc a eu plus de 30%. Je pense qu'ils ont eu 1,3 million de votes. Puis le Parti vert en a eu 1,1 dans l'entièreté du Canada. Fait que c'est quand même flagrant comme numéro. Là. C'est quand même impressionnant pour eux autres d'avoir eu tant de sièges puis tant de votes. C'est surtout le Parti vert qui n'a pas eu assez de sièges. C'est ça. Et donc, le Bloc, pour à peu près le même pourcentage, a 10 fois le nombre de sièges. Alors, si vous vous demandez encore si c'est utile la proportionnelle, vous pouvez réfléchir. C'est ça qu'on voulait savoir. C'est quoi vos points de vue par rapport à cette répartition des votes selon le vote populaire? Alors, bon... Puis comment que ça marcherait aussi? La proportionnelle? Okay. Évidemment, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas un système qui est parfait. Alors, on pourrait dire, on ferait une proportionnelle pure, c'est-à-dire on regarde le nombre de voix, puis on attribue les sièges au pourcentage. Tout simplement. Selon un vote populaire. Selon un vote populaire. Donc, il n'y a pas de représentation régionale. C'est ça. Et ça amène des problèmes, c'est-à-dire que les intérêts de la majorité vont être mieux représentés. C'est ça. Dans le sens que les gens qui habitent dans les milieux urbains, Toronto, Vancouver, Montréal, seraient surreprésentés avec ça. Donc, pas de place pour les minorités. Le système actuel de first past the post, on le dit en anglais, la majorité simple, c'est pas très représentatif de la population, c'est pas parfaitement représentatif, mais ça donne des majorités plus souvent. Et donc, ça amène une stabilité du gouvernement. Alors, des fois, si on veut avoir quelqu'un au pouvoir et pas d'incertitude, c'est le système qui va nous permettre de l'avoir. Et ça fonctionne plutôt bien lorsqu'on a deux partis. Et historiquement, au Canada, on avait plutôt deux partis, ou trois, mais on n'en avait pas 4-5 régionaux comme on a en ce moment. Alors, c'est ce qui amène cette difficulté-là. Une bonne alternative, ça serait le système proportionnel mixte, donc en moitié régional, en moitié proportionnel. C'est-à-dire qu'on garde les comtés, mais les circonscriptions, mais elles sont plus grandes, il y en a moins. Alors, on en aurait peut-être, là, il y a 338 circonscriptions, peut-être qu'on en aurait 200. Donc, ça serait amalgamé. C'est ça. Et donc, ceux qui sont élus dans les circonscriptions gagnent. Et après, on prend ce qui reste. Donc, si on a 200, il en resterait 138. Et là, on les répartirait proportionnellement, selon le vote. Donc, ils ne seraient pas en charge d'une région spécifique. Voilà. À cause, je pense que c'est ça le problème avec le proportionnel pur. C'est qu'on se demandait ça, puis c'est comme comment tu choisis à l'interne du parti comme personne ne représente nulle part. Exactement. Donc, tu pourrais prendre on va dire les libérales, on va dire qu'il y aurait un 120 sièges, puis ils prendraient tout du monde qui viennent de l'Ontario. Voilà.
mais qui va savoir les réalités dans l'Ouest, puis dans les territoires, puis en Acadie? C'est ça. Alors, la façon d'aider un peu pour pas qu'on se retrouve avec ce problème-là, c'est que les partis présentent des listes en ordre et ils leur disent, ben moi, le premier que je vais choisir sur ma liste, c'est cette personne-là. OK, c'est ça. Et là, tu t'arranges pour avoir des gens au haut de ta liste qui viennent de différentes régions, qui viendraient combler ça. Ou il y a même d'autres systèmes qui demandent aux électeurs de choisir la liste. Je pense que c'est le système australien. Je pense que c'est ça que tu me disais avant. Je me rappelle pas comment ça s'appelle, mais me semble qu'en Australie, il y a un système où ils choisissent le premier, deuxième, troisième choix. Puis ça permet de mieux représenter ce que la population veut, mieux que le first past the post. Oui, ça, c'est pas la proportionnelle mixte. Je vais y revenir. Ça, c'est le vote préférentiel. C'est important d'en parler. Mais juste pour revenir avec la liste, dans certains pays, les électeurs peuvent nommer les gens sur les listes. Et donc, la personne qui a le plus de voix va être la première sur la liste. Puis après, on va la chercher de cette façon-là. Donc, il y a toutes sortes de variantes. J'avais vu une étude dernièrement qui montrait qu'il y avait à peu près plus de 60 modes de scrutin différents. Des variantes, là, quand on parle de proportionnel pur, mix, aller à la first past the post, comme on a en ce moment, majorité simple. Il y a toute une variété, combien de circonscriptions on met, comment on les choisit. Ce dont tu parles, c'est le vote préférentiel. C'est-à-dire qu'on demande aux électeurs, dans l'isoloir, le soir de l'élection, tu me choisis tes préférences. Alors, c'est qui ton numéro 1, 2, 3, 4, 5? Et après, on va par élimination. Donc, on dépouille les bulletins de vote. Puis, si personne n'a eu 50% des votes, on élimine la dernière personne. Et on prend ces votes-là, puis on va choisir c'était quoi ton deuxième choix. Puis on les répartit sur les autres partis. De cette façon-là, ça assure toujours un gouvernement majoritaire. Oui. Par contre, ce qui va arriver, c'est que c'est peut-être pas le choix numéro 1 des gens, ça va être le choix numéro 2. Donc, peut-être que tout le monde va être mécontent parce que ça sera pas... Ça va être le choix du compromis. Oui, c'est ça. Et c'est questionné. Ça existe en Nouvelle-Angleterre en ce moment, aux États-Unis, dans le Maine, je pense, et ils le regrettent. Ils regrettent d'avoir fait ça, oui. L'Australie, je n'ai pas regardé, il faudrait que j'aille voir ce qui se passe, mais ils ne sont pas très contents de ce système-là, donc il y a des défauts. C'était le système que Justin Trudeau voulait faire adopter en 2015. Le système préférentiel? Oui. Justin Trudeau avait clairement dit, nous allons faire une réforme électorale pour adopter le système préférentiel. Et les autres partis et la population ont dit non, c'est pas celui-là qu'on veut, c'est le système proportionnel. Et bon, on connaît la suite. Au Québec, maintenant, ça c'est intéressant, il y a un projet de loi qui vient d'être déposé pour changer le mode de scrutin par le gouvernement Legault. C'était aussi une promesse électorale. Donc, si vous êtes sceptique que ça n'arrivera jamais, regardez au Québec et la proposition, c'est proportionnel mixte. Donc, le Québec a en ce moment 125 circonscriptions. Il tomberait à 80. Et la différence, ça serait les listes dont je vous parlais tantôt. Alors, surveillez ça dans 3 ans et demi au Québec. Il va y avoir un référendum sur la question. Les référendums, ça va toujours bien au Québec. Ça dépend de quelle part t'es. Mais en parlant de référendum, il y a quand même, à cause, si on regarde l'Ouest canadien, surtout comme les plaines, c'est ça? Les prairies, les plaines, ouf. On parlait du Québec, je m'excuse. Puis après, si on regarde les prairies, c'est très bleu, c'est très conservateur. Puis là, il y a un mouvement séparatiste qui commence en Alberta. #Wexit. Je pense que je suis pas certaine, mais ça se peut que le Saskatchewan se joigne aussi au Exit. Mais c'est pas clair, d'après ce que j'ai lu. On n'est pas rendu là. C'est pas la première fois que ça se produit dans l'Ouest canadien, dans les années 80. Je sais que vous étiez trop jeunes. On n'était même pas nés. On était des arrière-pensées de nos parents. Les étudiants me le rappellent constamment. Et donc, il y avait aussi ce phénomène-là. C'est ce qu'on appelle l'aliénation de l'Ouest. Et donc, il y a des gens dans l'Ouest qui sont pas contents parce qu'ils disent, quand ça va bien, vous êtes contents du pétrole, puis vous prenez ça pour payer les impôts et tout ça. Puis quand ça va mal, vous venez pas nous aider. Alors, on est un peu tannés. Et il y a un sentiment d'appartenance ou d'identité différent de ce qu'on voit ailleurs au pays. Et il y a toujours eu un phénomène, je dirais pas séparatiste, mais un mouvement qui revendique des droits particuliers. Alors souvent, on a dit, oui, au Québec, il y a ce mouvement de nationalisme-là, mais il y a un pendant qui existe aussi dans l'Ouest canadien. Ça a donné lieu à la création de nouveaux partis politiques. Alors, le Reform Party qu'on a vu dans les années 90, à la fin des années 80, années 90, l'Alliance canadienne aussi, ça part de ce mouvement-là. Donc, c'est des gens qui disent, on n'est pas représenté à Ottawa, on va partir de notre propre mouvement. Et des fois, il y a des petites rumeurs d'indépendance, on n'est vraiment pas rendu là. Et je pense pas que l'ensemble de la province ou les provinces veulent aller là.
Par contre, il va peut-être y avoir un nouveau parti politique comme on a connu dans les années 90-2000. Et si c'est le cas, ça va venir embêter les conservateurs parce que ça va être une droite qui va être fragmentée, divisée. Et donc, peut-être que là, on revient à ce qu'on a connu il y a 30 ans. Ouais. Je pense qu'il y a surtout ça aussi pour la droite puis la gauche. Quand on regarde comme au point de vue électoral, la gauche se divise beaucoup plus que la droite. Oui. Parce que la droite, t'as les conservateurs puis t'avais Maxime Bernier. Oui. Mais t'as comme deux partis, mais Maxime Bernier n'était pas nécessairement très populaire non plus chez les conservateurs. Mais après, tu regardes la gauche, il y a eu une montée quand même assez solide du NPD avec Jack Mead. Puis après ça divise avec le Parti vert, les libéraux, même le Bloc qui se retrouve dans la gauche. Le Bloc est plus à gauche qu'avant. Le Bloc, quand il a été créé dans les années 80, il était plus à droite. Pas très à droite, là, mais c'était des anciens députés conservateurs avec laquelle la porte du parti est allé former le Bloc. La division, c'est intéressant parce que quand il y a eu l'époque de Jean Chrétien, donc là, on parle des années 90, il a été élu en 93, il a pu se maintenir au pouvoir jusqu'en 2004 parce que la droite était divisée. Donc, il y avait le Parti conservateur, le Reform Party aussi, et ça divisait. Donc, les conservateurs de l'Ontario ne sont pas du tout les mêmes conservateurs des prairies de l'Alberta. Et donc, la question, c'est est-ce que ça va se reproduire? Puis je pense que c'est ça qu'on va voir au cours des prochains mois. Des genres de discussions, un genre de bloc pour l'Alberta, les prairies. Comme le Reform à l'époque avait été créé. Et le problème du Parti conservateur en ce moment, c'est ça. M. Scheer a mal performé. On dit normalement que le Parti conservateur au Canada peut chercher 35% des voix. Ils sont en 41. Et donc, comment faire pour aller chercher le vote conservateur de l'Ontario, du Québec, des Maritimes? Ils ont beaucoup de difficultés et ils sont trop à droite. C'est ça le problème. Mais je pense aussi que ce qui n'a pas aidé nécessairement le Parti conservateur, c'est les gouvernements provinciaux. On va dire du Nouveau-Brunswick puis même de l'Ontario, que le monde sont ni chaud ni froid nécessairement, même les conservateurs sont un peu comme sur la clôture par rapport à qu'est-ce qu'ils font en ce moment. Donc je pense que ça n'a pas nécessairement aidé non plus au point de... C'est le phénomène Ford. C'est ça. Okay, on va se le dire. Dans la pièce, c'est le phénomène Ford parce que ce qui s'est passé avec M. Puis ça, c'est pas du tout sa personnalité, c'est autre chose, c'est ses idées. Alors ce qui s'est passé avec M. Ford, c'est qu'il a dit « Moi, je vais couper ». Et là, on a vu, vous le savez, les étudiants. Bon. Alors, on a vu beaucoup de coupes. Et dans la tête des gens, c'est, si un autre parti dit qu'il va couper, on va se retrouver encore dans une moins bonne situation, puis c'est pas ça qu'on veut. Et Andrew Scheer a dit qu'il allait couper. Alors, oui, ce qui s'est passé sur la scène provinciale, ça l'a beaucoup aidé à élire les libéraux sur la scène fédérale. Puis aussi, ce qui est intéressant en Ontario, c'est qu'il y a une alternance. C'est-à-dire, on vote d'un bord au provincial, puis on vote de l'autre bord au fédéral. Regardez, depuis les années 60, c'est le même tout le temps. Alors, on le voit encore se confirmer maintenant. C'est le genre de phénomène qu'on est mécontent avec un gouvernement, puis on dit « au provincial, on va voter pour l'autre, puis ça va mieux aller. » Est-ce que c'est mécontent ou c'est de ne pas vouloir donner trop de pouvoir? Alors, c'est une question de poids contre poids. Alors, on aime bien être dans le milieu, fait qu'on va aller un petit peu à droite, là, puis on va aller un petit peu à gauche. Fait qu'on a le meilleur des deux mondes, genre. Oui. Comme. J'avais une autre question, puis là, je l'ai oublié. OK. À cause que c'est un gouvernement minoritaire, puis ça va être le deuxième mandat de Justin Trudeau, tu penses-tu qu'il va y avoir une alternance au pouvoir? Puis si oui, ça serait quoi le délai estimé? Donc, est-ce que Trudeau va pouvoir se maintenir au pouvoir assez longtemps? C'est ça. Ou non? Effectivement. Ça, c'est là que la gouverneure générale intervient. Alors, c'est la gouverneure générale, elle représente la démocratie. C'est-à-dire que son rôle, c'est de s'assurer qu'il y a un premier ministre au pouvoir, qu'il y a un gouvernement qui peut gouverner. Puis s'il y a un gouvernement qui ne peut pas le faire, c'est de choisir une alternative. Alors, comment est-ce qu'on sait si un gouvernement existe? C'est la confiance de la Chambre. Alors, pour être au pouvoir, il faut que la majorité des députés nous appuient. Donc, ça va arriver quand on va ouvrir la Chambre. Il va y avoir le discours du trône, premier vote. Il va y avoir le budget, d'autres votes. Alors, on va voir la stabilité. Si, lors du discours du trône, qui est la première chose que le gouvernement doit faire, Justin Trudeau va devoir présenter le discours du trône, si c'est défait, il n'y a plus la confiance de la Chambre. C'est ça. Alors là, la gouverneure générale arrive et dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je demande à quelqu'un d'autre de s'essayer ou je déclenche des élections?
Et normalement, on va déclencher des élections quand ça fait un petit bout de temps. C'est ça. C'est-à-dire qu'on vient de faire une élection. Tu vas pas le faire un autre mois après. Dans un mois, est-ce que la probabilité que les résultats changent est là? Ouais. Non, pas vraiment. Alors, les experts, normalement, disent qu'il faut attendre 6 mois. OK. Est-ce que 6 mois, c'est assez? On ne sait pas, mais on peut s'attendre qu'en dedans 6 mois, on va attendre, puis on va demander à quelqu'un d'autre. Plus de 6 mois, on va peut-être déclencher des élections. Okay. Donc, il y a eu des cas récemment. Il y a eu en Colombie-Britannique Christy Clark qui essayait de se maintenir au pouvoir. Elle était minoritaire et elle a été défaite à la Chambre avec le discours du trône. Et donc, la lieutenant-gouverneur a dit, je vais demander au NPD de former le gouvernement. Ce qu'ils ont fait, et maintenant, ça fait 2 ans, ils peuvent se maintenir au pouvoir. En Ontario, 85, donc je sais que vous étiez pas nés. Alors, gouvernement libéral minoritaire, Peterson, arrive au pouvoir. Mais c'est les conservateurs qui ont plus de sièges. Alors, c'est Miller qui n'arrive pas à former le gouvernement, va voir la lieutenant-gouverneur, mais très rapidement, il n'attend même pas le discours du trône, puis il dit, moi, je peux pas. Parce que le NPD ne voudra pas venir avec moi. Alors, il renonce à gouverner et Peterson prend le pouvoir, mais lui avec une alliance avec le NPD. Alors, vous savez la notion d'alliance dont on parle en ce moment-là? Alors, lui a dit, il réussit à négocier une alliance avec le NPD. Le NPD a dit, on ne vous votera pas contre, on ne fera pas un vote de confiance contre vous pendant 2 ans. Donc, pendant 2 ans, on va collaborer. Après 2 ans, on verra ce qui arrive. Ça a très bien été pour les libéraux. Ils ont fait à peu près tout ce que les NPD voulaient. Et au bout de 2 ans, ils ont déclenché des élections, puis ils ont été réélus majoritaires. Alors, ça semble que les Canadiens aiment quand un gouvernement travaille avec d'autres, est un gouvernement de compromis, qui ne cherche pas la bataille. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Alors, si vous demandez si les prochaines années vont être intéressantes, oui, elles vont l'être. Puis surtout que Trudeau, il a dit qu'il ne voulait pas faire de coalition avec nécessairement un autre parti, mais qu'il était prêt à travailler avec les autres partis. Ça, c'est la méthode Harper. Alors, Stephen Harper, qui a été minoritaire les 2 premières élections, a fait ça. Maintenant, est-ce qu'on était dans le compromis, travailler avec les autres? Rappelez-vous, il y avait eu un épisode de prorogation, il a failli perdre un vote de confiance, il a fermé la Chambre, il y a eu des drames qui se sont faits. Et je ne suis pas sûre qu'en bout de ligne, ça a vraiment aidé les conservateurs. Alors, ça va être intéressant de voir la stratégie. J'ai une question par rapport aux conservateurs. C'est peut-être plus personnel, mais Maxime Bernier s'avait présenté à la tête du Parti conservateur contre Andrew Scheer, puis il a perdu par 2-3% des votes. Très peu. Tu penses-tu les conservateurs auraient gagné plus de sièges comme ils le font habituellement au Québec si Bernier aurait été à la tête du parti? Bernier n'avait pas d'appui au Québec. Bernier n'était pas aimé au Québec à cause de la gestion de l'offre. Alors, Bernier avait dit plus de subventions aux entreprises, quelque forme que ce soit. C'est un libertarien. Un libertarien, c'est liberté individuelle, mais très poussée. Donc, État minimal. On garde les tribunaux, une armée, la police, mais on n'aide personne. Pas de programmes sociaux, pas de programme pour les entreprises, pas de contrôle de l'agriculture. Et lui, c'est un beauceron, il vient d'un milieu très agricole, et il a dit pas de gestion de l'offre. La gestion de l'offre, c'est qu'on permet aux agriculteurs, on contrôle la quantité qu'ils produisent. On leur permet, il y a peu de quantité, on limite ce qui est autorisé, et ça permet d'augmenter les prix. Donc, les agriculteurs ont un bon niveau de vie, c'est-à-dire qu'ils sont assurés d'un certain revenu. Monsieur Bernier est contre. Alors, il n'y avait déjà pas des appuis au Québec lors du leadership. Il n'y en aurait probablement pas eu plus après. Et je me demande s'il aurait été capable de présenter une plateforme cohérente avec les conservateurs. Et c'est dramatique pour lui parce qu'il a perdu son comté. Siège, en plus, Il a perdu de la visibilité. Et clairement, malgré 2 débats des chefs où il était là, son message n'a pas passé. Il n'y a pas d'appui. Alors, à moi, à sa place, je serais inquiète du résultat. Est-ce que vous pensez qu'il va se représenter? Tu penses que le People Party va rester jusqu'aux prochaines élections? Ne sous-estimez pas M. Bernier. En 1 an, ce qu'il a fait, c'est phénoménal. Quand même, Il y a eu des candidats dans tous les comtés. Peut-être la qualité... mais c'est énorme, le travail accompli en 1 an. Alors, il y a une fougue qui l'anime. Lui-même a dit qu'il voulait continuer. Donc, attendez-vous à le voir encore. Mais est-ce que ça va lever? Ça, c'est moins clair. Puis aussi, par rapport aux prochaines élections,
est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une montée plus drastique? À cause aussi qu'il y a eu beaucoup de votes stratégiques qui ont été faits par rapport à ces élections, surtout avec la gauche, que les personnes qui avaient peut-être plus des affinités pour les NPD ou le Parti vert faisaient ils vont pas se faire élire dans mon comté, fait que je vais faire le vote stratégique libéral pour contrer le gouvernement Scheer. Est-ce que vous pensez que ça va être probablement la même affaire en 4 ans, que depuis les dernières années, on voit de plus en plus que le NPD il gagne en légitimité au point de vue des yeux des Canadiens et des électeurs? Bon, 4 ans, on verra. Hein? Ouais. C'est peut-être 2 ans. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est trop tôt pour dire s'il va y avoir un vote stratégique. Mais notre système, parce qu'on n'a pas la proportionnelle, c'est ça. On fait plus vote stratégique. Puis moi, vote stratégique, il y a différentes définitions. Moi, vote stratégique, c'est je suis obligée de penser à ce que mon voisin va voter pour faire mon choix. Je ne sais pas ce que mon voisin va voter parce que c'est des sondages. Puis les sondages ne sont pas réglementés au Canada. Enfin, très peu. Et donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Ce que je vois, par contre, puisque ces résultats-là nous disent, c'est que ça va être les verts. Alors, la montée de l'environnement, ce n'est plus un luxe de ne plus parler d'environnement. Tu n'as plus le choix de parler d'environnement. C'est sans doute la raison de la défaite des conservateurs, c'est qu'ils n'avaient aucune proposition à offrir. Les Verts ont mal performé. Il va falloir ça a été une très mauvaise campagne pour les Verts. Je pense que Mme May le sent. Elle-même, c'est peut-être plus la personne qui devrait digérer le parti. Et d'ailleurs, elle avait offert la direction du parti à Mme Wilson-Raybould. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'hiver passé, quand Mme Wilson, vous savez, la ministre de la Justice qui a été éjectée du Parti libéral, toute l'affaire, c'est la baleine. Et donc, quand Judy Wilson-Raybould a perdu son siège au caucus libéral, Mme May a dit, si tu veux prendre la tête du parti, je te l'offre. Alors, ça donne déjà une indication qu'elle veut pas rester. Un peu de lâcher. Donc, si le Parti vert se renouvelle, va chercher plus les jeunes, présente une plateforme plus intéressante, je pense qu'il y aurait vraiment... C'est intéressant, ça. Et les Verts, à mon avis, ont mal performé. Imaginez s'ils avaient fait une belle campagne, parce qu'ils ont quand même gagné Fredericton. Oui, Alors, est-ce qu'ils auraient gagné Guelph en Ontario, qui est vert sur la scène provinciale? Est-ce qu'ils auraient gagné des comtés au Québec, ailleurs dans les Maritimes? Parce qu'ils ont 3 sièges, je crois. 3. Je pense que... Alors, attendez-vous. Moi, ça serait ça, je te dirais, pour l'avenir. Attendez-vous une montée en force des idées vertes. Cool. Excuse. Est-ce qu'on peut oui, tu veux jeter un coup d'œil aux questions? On a pas mal fait le tour, je pense. Je pense qu'on a la première ou la deuxième. On n'a peut-être pas parlé du Bloc québécois. On n'a pas parlé du Bloc. C'est ça qu'on n'a pas parlé. Le Bloc va avoir la balance du pouvoir, ce qui est intéressant quand même. Moi, je pense pas qu'il l'ait. Je pense que c'est le NPD qui Le NPD, aussi, ils se mettent avec les libéraux, ils l'ont de justesse. C'est pas ça? Pour le non, ils l'ont plus. Le NPD a une vingtaine de sièges. Donc, ils vont... Oui, c'est vrai. Ils vont pouvoir... 25, je pense. Alors, ils vont pouvoir travailler avec les libéraux. Je dis le NPD parce qu'ils sont plus près idéologiquement. Il y a plus de mesures communes. Alors que le Bloc... Il se garde une distance, je trouve, un peu des autres partis. À cause, je pense que Blanchet, quand il a été élu puis qu'il avait fait son speech, il a dit... On n'est pas ici pour être un gouvernement, on est ici pour travailler avec le gouvernement vers les intérêts québécois. Puis qu'est-ce qui se passe dans les autres provinces sont juste comme... Ça ne les affecte pas nécessairement à cause d'eux autres, leur vision, c'est vraiment centré sur le Québec. Ça va être le discours du Bloc pour les prochaines années. Ça va être qu'est-ce qui est bon pour le Québec, on va le faire. Et historiquement, le Bloc avait fait ça quand il était rentré fort. Donc, cette fois-ci, ils ont une trentaine de sièges. À l'époque de Lucien Bouchard, ils ont déjà eu plus de 50 sièges. Ça fait vraiment une différence. Mais ça ne change pas beaucoup la dynamique fédérale pour les autres partis. Donc, la balance du pouvoir, essentiellement NPD. Mais le Bloc va être un irritant pour Justin Trudeau. Parce que le Bloc, il y a des choses, la loi sur la laïcité, c'est on le sait. L'aide aux producteurs agricoles, on trouve que c'est pas assez fort à cause des traités de libre-échange. Tout ce qui est infrastructure, l'environnement aussi. Bon, il y a énormément de dossiers où là, il pourrait venir embêter Justin Trudeau et le NPD. Donc, on va voir la dynamique. Qui va s'installer avec. Exactement. Parce que Blanchet, c'est quand même quelqu'un qui est très charismatique. Fait qu'il serait facilement capable de peut-être même rallier le NPD de son côté, puis peut-être
contrer les libéraux de cette façon-là. Surtout que M. Singh, d'après ce qu'on comprend, on ne le connaît pas beaucoup, alors il va falloir prendre un peu de temps pour le connaître. Ça a l'air d'être une personne qui veut travailler en équipe. C'est ça. Alors collaborer avec les autres, donc il y aurait peut-être des alliances. Puis il a passé beaucoup de temps au Québec, il a expliqué, vous savez quand l'annonce lui a enlevé son turban, on le voyait ses cheveux dans une publicité, c'était vraiment pour essayer de rejoindre les Québécois, puis démystifier certaines choses. Et donc ça pourrait être à l'avantage. Est-ce que vous pensez que peut-être les libéraux, les conservateurs et le NPD vont vraiment essayer de se plier en deux pour plaire au Québec, au Parlement, pour justement avoir cet appui du Bloc qui pourrait être très avantageux dans certaines situations? C'est ça qui est étonnant. Ils ont besoin du Québec pour les élections, mais entre les élections, est-ce qu'ils en ont tant besoin que ça? C'est ça qui n'est pas clair. Fait qu'on va voir leur stratégie. Est-ce qu'ils vont vouloir aussi tout donner au Québec? S'ils font ça, l'Ouest ne sera pas content, l'Ontario ne sera pas content. Ça peut avoir des effets pervers. Ce qui va arriver, par contre, ça va être le cabinet, donc les ministres. Et là, le Québec est bien représenté parce qu'il y a à peu près tous les ministres québécois de l'ancien cabinet ont été réélus. Donc, Justin Trudeau a le choix pour choisir des ministres. Il y en a plusieurs au Québec, puis pas juste Montréal. C'est ça. Aussi dans des régions, Mme Boutier qui vient de la Gaspésie, Mme Bibeau qui vient des cantons de l'Est, donc des régions rurales. C'est ça. Ça va aider beaucoup Justin Trudeau. Dans ce sens-là, oui. Donc, étonnamment, la voix du Québec va être forte à cause des libéraux et non pas du Bloc québécois, je te dirais. Donc, ça va être intéressant de voir la dynamique qui va s'installer. Et l'Ontario. L'Ontario. Alors, on sait que la région de Toronto, c'est rouge. Rouge. Puis même le comté que Ford avait, la circonscription que Ford a, ça a rentré libéral. C'était libéral, c'est resté libéral. C'est très fort. Alors ça, c'est étonnant. Puis on se posait toute la question, Brampton, Mississauga, toutes ces banlieues du GTA, le Grand Toronto, c'est demeuré rouge. Ottawa aussi. Alors parlons-en d'Ottawa. Je pense qu'il y a deux ou trois conservateurs qui sont restés les mêmes. C'est ça. Mais Ottawa Centre, avec Catherine McKenna, qui avait remporté sur les néo-démocrates, c'était Paul Duart avant. C'était faisable pour les néo-démocrates de reprendre le comté. C'est ça. Elle l'a gardé. Alors, l'Ontario va être bien représenté aussi au cabinet. Le problème, c'est qu'il n'y aura personne pour la Saskatchewan, personne pour l'Alberta. Et ça va être le problème de M. Trudeau. C'est ça, essayer de travailler avec les prairies. Oui, alors qu'il n'y aura pas de représentants à la table de décision où d'importantes discussions auront lieu. Puis, en termes de production de pétrole, qui est quand même super importante pour l'économie du Canada, est-ce que vous pensez que le gouvernement minoritaire libéral, comme ils ont promis, va pouvoir transférer des emplois dans le secteur pétrolier à l'énergie verte pour justement plaire un peu plus aux provinces de l'Ouest? C'est probablement ça la solution. Par contre, M. Kenney, le premier ministre de l'Alberta, n'a pas l'air très enthousiaste avec cette question-là. Non, vraiment pas. Il ne faut pas oublier non plus que si on fait ça, ça va prendre des années à ce que ça se mette en place. Les subventions aux entreprises, c'est bien beau, on en parle, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui disent « Ah oui, je vais sauter dessus, puis je vais grandir. » C'est compliqué, on n'est pas sûr d'avoir du succès, il faut avoir des bonnes idées, et donc ça ne sera pas demain matin. Mais c'est toute la notion de transition vers une énergie propre, verte. C'est sûr, ça pénalise l'Alberta. C'est ça. Et comment faire pour continuer à produire du pétrole et le consommer tout en étant responsable? C'est ça. Ça va être le gros défi du gouvernement. Est-ce que vous pensez que la promesse des Verts et du NPD de vraiment juste arrêter les subventions aux compagnies de pétrole, vraiment plus de pipeline, on arrête ça le pétrole, est-ce que vous pensez que je sais pas, si jamais, je sais pas, le NPD ou les Verts auraient été plus représentés au gouvernement, est-ce que vous pensez que ça aurait été faisable d'arrêter nos... Je pense pas qu'on peut arrêter demain matin notre production de pétrole. Il y a trop d'emplois dans ces industries-là. Et aussi, si vous regardiez la plateforme du Parti vert, c'était pas clair qu'est-ce qu'on allait faire avec lui. J'avais l'impression qu'on disait, les Albertains, déménagez dans d'autres provinces, puis vous allez trouver des emplois. C'est pas ça que les gens veulent entendre. La même chose quand je pense aux gens de l'Atlantique. Je pense au Nouveau-Brunswick, par exemple, plusieurs sont allés travailler en Alberta à l'époque où ça allait très bien. Mais c'était pas une bonne... Ils pensaient y aller de façon temporaire.
temporaire, mais c'était pas une bonne solution. Je veux dire, on s'en va ailleurs, on quitte notre province. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour stimuler l'entreprise, créer? Si on avait la recette magique, on l'appliquerait. Hein? C'est ça. Alors, c'est pas facile, c'est pas gagné d'avance. Puis c'est peut-être ça un peu le problème, c'est comment faire une transition en douceur. Mais plus c'est en douceur, plus ça va prendre de temps. À cause de les libéraux et les conservateurs qui ne veulent pas sont un peu pour les pipelines. La pipeline transcanadienne. Oui. Après, c'est les autres partis qui sont complètement contre. Comme Chic Blanchet, ça a été très fort dans ses discours qu'il refusait toute idée d'avoir une pipeline qui passe à travers du Québec. Donc, si on va dire que Trudeau est capable d'apporter la pipeline jusqu'en Ontario, ben là, ça va être le point culminant de voir si ça va traverser le Québec. Je pense que ce dossier-là est réglé. Je pense qu'il n'y en aura pas. Puis Justin Trudeau l'avait dit déjà par le passé. Il n'y a pas d'acceptation sociale. Alors, on n'y va pas de l'avant. Et déjà en 2015, Justin Trudeau avait dit il va en avoir un probablement dans l'Ouest, mais pas dans l'Est. Puis on s'en va vers ça. Donc, et il l'a répété en conférence de presse hier, arrêtons d'exporter aux États-Unis. Exportons en Chine, c'est ça qu'on disait. Alors, ça prend un pipeline qui s'en va vers l'ouest jusqu'au port. Puis là, des ports, ça va aller dans les pétroliers et s'en aller au marché asiatique. Mais la Colombie-Britannique n'est pas contente de c'est ça. ça. Vous voyez, c'est pas simple. C'est eux qui ont de gros ports en plus. Toute la question de l'environnement, oui. ça peut être un problème. Surtout que c'est très NDP quand même, la Colombie-Britannique. C'est un peu de tout. C'est un peu de tout, moi. Oui, je pense que quand j'ai regardé la carte qui montrait les résultats de l'élection, ce qui était quand même surprenant pour moi. Toute la côte est de la Colombie-Britannique était orange, puis la partie intérieure était toute bleue. Le centre-ville, il y avait du rouge. Il y avait une coupe de points verts. Oui. Mais c'est surprenant pour moi. Je disais à Nicolas tout à l'heure que dans les endroits vraiment comme éloignés, ruraux au Canada, il y a beaucoup de soutien pour le NPD. Puis, je sais pas, j'avais peut-être l'impression que ces populations-là allaient voter plus conservateur. Oui, normalement, les régions rurales votent conservateur. Dans l'ensemble, je te dirais que c'est ce qui s'est passé. Mais celles qui sont aux prises avec des problèmes d'environnement, comme justement la côte ouest de la Colombie-Britannique, où là, on voit les changements climatiques peut-être un petit peu plus qu'ailleurs, ben là, oui, on irait. Mais c'est assez rare de voir aller de la droite vers la gauche sans passer par le centre. Donc, il y a des choses qui se passent. Mais je pense que la question de l'environnement, dans son ensemble, vient changer, brouiller les cartes. Puis c'est pour ça que la prochaine élection, on en parlait tantôt, ça pourrait vraiment être une nouvelle donne dans la scène politique. Moi, j'ai une question. Je ne suis pas très éduqué, mais si on refait d'autres élections, là, tous les sièges sont quote up for grabs, genre? OK, donc si tu étais élu, ça ne veut pas dire que tu serais réélu. Il faut que tu te fais réélire encore. Si on refait des élections... ça serait une autre élection complète. Oui. OK, ça serait pas juste pour la tête du parti. Non, tu peux pas... tu peux changer... un parti peut décider de changer de chef quand il veut. Alors, Justin Trudeau pourrait très bien avoir un vote de confiance de son parti. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle loi qui existe. C'est Michael Chung qui l'avait adopté, le conservateur à l'époque, avec Stephen Harper, qui avait dit c'est pas normal que le premier ministre ait tant de pouvoir que ça, qu'il décide de tout, puis que nous, on peut pas décider du sort du premier ministre. Donc, maintenant, au début de la session, alors quand le Parlement va ouvrir avec le discours du trône, les députés dans chaque parti vont devoir prendre un vote, dire est-ce qu'on se donne la permission de faire un changement de leader pendant le mandat si ça nous tente. Puis ils vont dire oui ou non. Pourquoi faire ça? C'est un peu un compromis. Ce que Michael Chung voulait, c'était n'importe quand tu peux décider de changer de leader. C'était pas populaire auprès de tout le monde. Puis ils ont dit non, on va juste dire en début de mandat si on le fait ou non. Alors, vous allez voir des votes qui vont se faire. Moi, mon impression, c'est qu'on ne contestera pas le leadership de Justin Trudeau. C'est trop tôt. Par contre, je ne suis pas convaincue que les deux autres vont rester longtemps. C'est-à-dire, M. Scheer, il y a déjà de la grogne. Et M. Singh, il n'y en a peut-être pas en ce moment, mais il va peut-être en avoir éventuellement. Puis, qu'est-ce qu'on peut dire, selon vous, de la perception de M. Trudeau, comme de son caractère? Parce que je pense que moi, j'ai l'impression, qu'il a seulement gagné un vote minoritaire cette fois parce que les gens n'ont plus tellement confiance en lui, moins qu'avant, notamment à cause de tout ce qu'il a fait avec le pipeline, Trans Mountain, puis le scandale SNC-Lavalin.
Effectivement, Justin Trudeau avait... on a l'impression que c'est pas quelqu'un qui maîtrise toujours bien ses dossiers. On a l'impression que c'est souvent une apparence, mais que dans la substance, les idées, c'est pas là. Je pense que le vote qu'on a eu cette semaine semble confirmer ça. Puis il y a eu des choses qui l'ont fortement endommagé. Bon, le blackface, c'est pas vraiment cet événement-là, mais c'est surtout, vous faites la leçon aux autres, mais finalement, vous êtes comme les autres. Ça, c'est un peu irritant. L'histoire de SNC-Lavalin, là encore, vous dites que vous voulez avoir des femmes dans le cabinet des Autochtones et que tout le monde peut dire ce qu'il pense, puis là, ben non, ou c'est pas clair. Puis il y a aussi la question du message. Il y a de la difficulté à passer son message. Alors, plusieurs des experts, puis je m'inclus là-dedans, on se disait, ben, les libéraux vont regagner en 2019 facilement. Puis je pense qu'ils auraient dû gagner facilement parce que je pense que la population aimait les idées libérales. Mais avec toute cette question d'image-là, ça lui a nui. Et donc, oui, on préfère... Je pense que le résultat du vote représente ce que la plupart des gens voulaient, c'est-à-dire on aime les idées libérales, mais on ne vous fait pas tant confiance que ça. Donc, on ne vous donne pas un mandat majoritaire. Oui, je pense surtout les conservateurs ont vraiment utilisé les erreurs de Trudeau comme ils ont... C'était un peu... Ça me faisait penser un peu aux élections de 2016 aux États-Unis, quand les conservateurs aux États-Unis, les gens d'idéologie conservateur, je veux dire, ils n'arrêtaient pas de parler des courriels de Hillary. Puis comme ici, par exemple, les conservateurs n'arrêtaient pas de parler du pipeline, de SNC-Lavalin, du blackface. Puis comme ils reprenaient les mêmes critiques de Trudeau, puis vraiment, ça a fini par endommager son image. Mais est-ce que vous pensez que ces temps-ci, la politique, c'est plus un jeu d'image qu'avant, de trouver les moments dans le passé de ces candidats-là qui étaient... C'est pas leur... Je te dirais, ça a toujours été une question d'image. Le charisme, c'est quelque chose... Mais je pense que c'est depuis Kennedy. Surtout, je pense que l'image... C'était la première élection télévisée, mais c'était avant ça. Par contre, c'est ça, c'était la première, le débat des chefs. Alors, il y avait eu la télévision qui venait rajouter des éléments d'information. Puis là, on s'était dit, mais Kennedy, en plus, il paraît jeune, il a l'air en santé, ce qui n'était pas du tout le cas. Lui, bon, ça a l'air bien, sympathique. Alors, c'est probablement ce qui se produit en ce moment, c'est que là, c'est les médias sociaux. Alors, il n'y avait pas de médias sociaux avant. Là, il y en a. Tout le monde dit à peu près n'importe quoi, dont les candidats. On déterre ça. L'information circule à une vitesse folle. Et donc, c'est plus juste l'apparence, mais c'est aussi la combativité, ce qui n'était pas le cas avant. Il n'y avait pas vraiment... il l'avait, mais pas aussi fort que ça. Donc, l'image, à mon avis, est toujours là. Puis ça s'explique d'un point de vue, si tu regardes d'une analyse politique, est-ce que tu peux demander à tout le monde de lire toutes les plateformes électorales pour se faire une idée pour qui vous allez voter? Je pense pas que vous avez le temps de... Non. Moi, mes étudiants, ils ont été obligés de les lire. C'est parce qu'ils avaient un devoir à faire. Alors, très peu de gens vont prendre le temps parce que ça vaut pas la peine. Alors, le temps que tu vas passer à lire les plateformes, le bénéfice, tu vas en sortir. Tu vas peut-être être aussi mélangé après les avoir lus, ou tu vas dire, j'aime ça dans telle partie, j'aime telle autre chose dans telle autre, mais tu peux pas magasiner puis créer ton propre parti. Alors, tu prends des courts-circuits. Alors, tu dis, comment je vais me faire une tête? Le leader. Alors, tu vas regarder l'éthique ou la personnalité ou les idées, différentes caractéristiques du leader, puis tu vas dire, si j'aime sa façon de penser, j'aime probablement les idées dans sa plateforme. C'est ça. Alors, tous les électeurs, on trouve des courts-circuits, des raccourcis pour pouvoir nous aider à se faire une idée. Fait que c'est très normal qu'on se base sur l'image. Ça s'explique très bien. C'est pas irrationnel. Souvent, les gens disent, c'est irrationnel d'agir de même. Non, c'est très rationnel. C'est peut-être pas la meilleure méthode, mais dans les circonstances qu'on est, c'est rationnel de ne pas être informé. C'est-à-dire que si je suis hyper informée, je ne serais pas capable de prendre une meilleure décision que si je ne suis pas hyper informée. Et donc, je regarde alors Andrew Scheer qui semble vouloir gérer un bon père de famille, qui semble vouloir être prudent, rassurant aussi. Est-ce que j'aime mieux ça comme un leader? Justin Trudeau qui est plus exubérant, puis beaucoup sur l'image, puis se rapprocher des gens. Puis est-ce que j'aime mieux ça? Jack Metzing. Alors, toutes sortes de leaders différents qui sont là pour... Puis je pense que l'image affecte beaucoup, surtout maintenant que je pense que, peut-être c'est juste mon idée personnelle, mais
qu'on vote plus nécessairement autant pour nos représentants régionaux qu'on le faisait avant. T'sais, on n'a plus ce lien-là, on ne le connaît pas que on l'a vu à l'épicerie, on le connaît, on est dans une ligue de bowling avec, par exemple. Puis là, c'est comme, j'aime Trudeau, puis moi, libéral, dans ma circonscription, c'est un tel. Tu as raison, les partis sont de plus en plus centralisés et le chef prend de plus en plus d'importance. Et ce qui arrive, c'est que souvent, on va dire, c'est le chef qui nous a amenés à la victoire. Alors, en tant que député, on est comme redevable au chef. Puis on a un système où la ligne de parti est extrêmement forte. Alors, si tu ne suis pas ce que ton chef t'a dit, ton chef va te punir. Alors, il va te mettre dans la rangée en arrière au Parlement, tu ne seras plus vu à la télé, tu ne poseras plus de questions, tu ne seras pas dans des comités où il va y avoir des travaux intéressants. Et donc, on va vraiment te sanctionner. Alors, tu es mieux d'être un bon soldat, sinon les conséquences sont importantes. Ce qui est différent des Américains. Aux États-Unis, ils n'ont pas de ligne de parti pour des raisons culturelles, beaucoup plus culturelles que autres. Et donc, les représentants ont beaucoup plus d'influence. Par contre, ça amène à des délais. Adopter un projet de loi aux États-Unis, c'est beaucoup plus long qu'adopter un projet de loi au Canada. À cause, eux autres, ils élisent 2 fois. Ils ont les élections pour comme la gouvernance comme du pays, comme on avait eu comme Trump, les affaires-là. Puis après, ils ont leur midterms, que là, ils viennent chercher leurs sénateurs pour leur région désignée. N'est-ce pas que les organes qui agissent comme Parlement aux États-Unis peuvent être majoritairement d'un autre parti que le président. Mais le président a beaucoup plus de pouvoir dans le système présidentiel et non fédéral des États-Unis. Fait que ça complique un peu les choses. Le président n'a pas plus de pouvoir. Le président a différents pouvoirs. Les États-Unis, puis là, on va parler d'un système présidentiel. C'est pas juste aux États-Unis, mais si vous regardez la France, c'est comme ça. Le Brésil, le Mexique. Alors, on parle de l'exécutif et du législatif. L'exécutif, c'est le président. Donc, on a un bulletin de vote pour le président, puis on a un bulletin de vote pour notre représentant régional. Ce qu'on n'a pas au Canada. Canada, non. Aux États-Unis, par contre, il y a une dimension supplémentaire, c'est que c'est la notion de poids et contrepoids. On ne veut pas qu'une personne ait plus de pouvoir qu'une autre personne. Alors qu'ici au Canada, le premier ministre, même minoritaire, Justin Trudeau, va pouvoir continuer à nommer les sénateurs, continuer à nommer les juges, continuer à présenter le budget. Il n'y a pas un autre parti qui peut présenter le budget. C'est une prérogative du premier ministre ou de son cabinet. Continuer à présenter des projets de loi à caractère financier. C'est énorme comme pouvoir. Donald Trump n'a pas ces pouvoirs-là. Ou s'il les a, il peut se faire renverser par le Congrès. Vous avez entendu parler du veto? Donc, le Congrès, qui est le Parlement américain, peut adopter un projet de loi. Ensuite, le président peut mettre son veto. Ensuite, le Congrès peut revenir avec son propre veto. Toute la notion de contrepoids. Donc, jamais un peut décider de façon absolue. C'est ça. Alors qu'au Canada, on est sur la reddition de comptes. Alors, oui, tu as été élu, je te donne le mandat de gouverner. Par contre, tu as des comptes à rendre après. Et tu dois faire de la transparence et répondre. Alors, la période des questions, on a parlé des questions, c'est pour ça, parce qu'on a le droit de te poser des questions pour que tu nous expliques ce que tu fais, puis après, on va se faire une tête sur tes résultats. Super. Je pense que c'est tout. À moins que tu aies une autre question pour finir. Non, justement, comme je continue à poser des questions et je suis comme est-ce qu'on... je sais pas quand... Je pourrais continuer à poser des questions pendant les heures. Donc, je vais revenir. Donc, merci beaucoup d'être venu, de nous avoir éduqués, puis les gens à la maison. Donc, c'est tout pour nous. Merci. Puis on se voit la semaine prochaine. Bye.